Une chose qui est dans le livre, mais qui n'a pas, à mon avis, pas été assez dite, c'est que s'il y a ce rejet, il est d'autant plus fort que ce que dit Jean-Luc, c'est que le judaïsme est en nous, d'une certaine manière. C'est pas une part extérieure. Là, on pourrait avoir entendu la vermine comme une part extérieure. C'est une part intérieure. Et c'est en cela qu'elle est insupportable. C'est parce que c'est une part intérieure. C'est extrêmement important à dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur la question de l'islam. L'islam, comme Jean-Luc Nancy l'a dit, il se constitue comme autonome. Il disqualifie les sources antérieures, à la différence du christianisme qui, lui, puise dans les sources antérieures. Et donc, il ne les discute pas. Il les disqualifie, il range quelque part les chrétiens et les juifs en les tolérant de manière un peu cynique. Et si aujourd'hui on a de l'antisémitisme dans l'islam, c'est à mon avis parce que le monde arabo-musulman est enfin entré dans l'Occident. Oui. C'est en réalité ça qui se passe. C'est qu'il est devenu occidental, même dans sa haine de l'Occident. Il est profondément devenu occidental. Et donc il ne peut plus faire comme il faisait avant, me semble-t-il. Non, oui, merci Zoé. D'ailleurs, je voudrais penser que, oui, plus que vermine, aujourd'hui, il faudrait parler de cancer. Mais dans l'époque où ça s'est développé, justement, le cancer, bon, ce n'est pas encore ce que nous savons. Juste dire quand même que on a présent et on sait toute la sympathie active que le grand moufti de Jérusalem entretenait avec Hitler et le nazisme. Je crois qu'il ne faut pas passer dans l'ombre ceci, et ça mérite simplement une évocation. Oui, trois réflexions qui me sont venues à l'esprit avec votre exposé, à savoir, on lit plus souvent aujourd'hui civilisation chrétienne qu'on n'entend ou qu'on ne parle de civilisation judéo-chrétienne. Dans quelle mesure le fait de rappeler que la chrétienté est à ses sources depuis le judaïsme, dans quelle mesure ça n'atténuerait pas cet antisémitisme? C'est le premier point. Oh oui, bien sûr, mais c'est votre conditionnel qui me fait un peu sourire. Oui, ça atténuerait, si ça pouvait fonctionner. Si je pouvais aller dans la rue et répéter judéo-chrétien, judéo-chrétien, vous verrez combien de gens vous rassembleraient, quelle belle manif vous ferez. Non, c'est sûr. Mais vous avez raison, Mais qu'est-ce qui a contribué à faire revenir plus à la surface des expressions comme civilisation chrétienne? C'est justement la question de l'Europe. Alors on s'est mis à dire, ah oui, l'Europe est chrétienne. Ah oui. Alors il y a même les gens qui soupçonnent le drapeau européen d'être en fait d'inspiration chrétienne. Et alors on a été obligé même de se défendre contre un baptême après coup de l'Europe. Mais en même temps c'est évidemment très compliqué parce que c'est tout à fait vrai que l'Europe est chrétienne. La question est de savoir comment on le dit, premièrement, et deuxièmement de savoir ce que veut dire chrétien. Or, chrétien veut dire judéo-chrétien. Ça, c'est absolument incontestable. Mais veut dire d'ailleurs même judéo-gréco-chrétien. Mais l'antisémitisme est là pour empêcher qu'on rappelle trop le judéo. Jean-François Lyotard avait écrit un livre intitulé Le trait d'union. C'était le trait d'union entre judéo et chrétien. Vous pouvez sûrement trouver le livre d'ailleurs. L'autre réflexion, c'était l'anti-judaïsme, l'anti-sionisme. Pourquoi est-ce que le fait qu'on nous attribue au peuple juif qu'il est le peuple béni de Dieu, qu'il est le peuple élu, ça ne dérange pas, ça n'agace pas, pour aller un peu dans le sens de monsieur? Dans quelle mesure ça ne dérange pas et pourquoi on n'envierait pas ou dont on ne voudrait pas? Or, il faut savoir que si le peuple juif est béni et s'il est le peuple élu, c'est pour, à son tour, bénir toutes les nations. Oui, allez faire ça aussi. Et le troisième point, c'est... Le peuple élu vous bénit tous. Vous ferez casser la gueule, c'est tout. Et le troisième point, c'est... Vous parliez de cette nation qui gratte, de ces juifs qui grattent, qui sont partout, etc., etc. Il me revient une phrase d'Armand Abécassis qui disait « Le juif ne doit pas rester en place, il ne doit pas s'asseoir. C'est un vibrion.
Ce qui est blanc doit être bleu. Quand c'est bleu, il deviendra rouge. Et c'est comme ça. Il est toujours en gesticulation, il est toujours pour avancer, pour aller toujours plus loin. Voilà. Merci. Oui, d'accord. Mais justement, le problème du grec, pour simplifier, du grec de l'européen, c'est qu'il a besoin d'identité, de repères. Or, le juif, il bouge tout le temps, ça change tout le temps de couleur. Oui, d'accord, mais la Torah ne change pas de couleur. La Torah reste la Torah. La Torah, mais en même temps, évidemment, dans le comportement juif, elle a l'immense avantage de pouvoir sans fin être lue, relue et sans arrêt. Oui, sans fin. D'accord, d'accord. Tandis que le christianisme a transformé, au moins un certain temps, les Écritures en textes sacrés, mythiques. Dans le christianisme, il y a eu beaucoup aussi de faits, surtout dans le temps moderne, pour réinterpréter, recomprendre et au fond traiter les Écritures saintes comme le judaïsme traite la Torah. Mais si vous voulez, le privilège juif que vous indiquez là, et comme par hasard, il est précisément ce dont ne veut pas une certaine construction du rationalisme, de l'humanisme, et en plus en faisant sans bosser, j'ai vu aussi ce que nous appelons les Lumières. Dans les Lumières, et ça c'est une question extrêmement délicate parce que c'est évidemment, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau, c'est-à-dire de jeter la démocratie, l'égalité, le droit, tout ce qu'on voudrait, avec quoi? Avec les Lumières, justement. Il n'empêche qu'une de nos nécessités les plus fortes aujourd'hui, c'est de réinterroger les Lumières. Voilà. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on met la démocratie en question. Il ne se passe pas que ça, mais sans doute il y a un aspect de ça. Et que les Lumières ont laissé une zone d'ombre qu'elles n'ont pas éclairée. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça s'est déjà manifesté sous la forme du romantisme. La réaction par rapport et ça a donné aussi certains aspects dont ensuite on a cru pouvoir faire des signes précurseurs du fascisme. Bon, peu importe, pas dans cette discussion, mais voilà. Et puis, il faut arriver à nous mettre en question nous-mêmes. Or, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi assez intéressant, assez réjouissant de se mettre en question. Absolument, mais je voulais juste dire un tout petit peu prendre des distances par rapport à une des remarques de Yves. Certes, il y a une vocation profonde du judaïsme qui commence avec Abraham, va pas partir d'ici. C'est un des pôles, se mettre en route, se sentir en route, mais l'autre pôle, c'est aussi de vouloir s'établir, de vouloir être présent au monde qui nous entoure et d'être quelque part participer loyalement à la construction du monde qui nous entoure. Donc il y a une tension très profonde à l'intérieur du judaïsme. Merci. Juste une réflexion sur l'expression judéo-chrétien et les différents sens qu'elle peut prendre. Si on se réfère aux amitiés judéo-chrétiennes qui sont nées après l'extermination, on peut comprendre. Mais au fond, cette histoire-là, elle aurait dû se terminer à Vatican II, puisque nous ne sommes plus le peuple déicide. Bien. Mais aujourd'hui, judéo-chrétien, à mes oreilles, ça sonne très très mal. Et il suffit de penser au tiers exclu. Et ce n'est pas Jean-Luc Nancy, le philosophe, qui va être en désaccord pour dire que s'il n'y avait pas eu l'islam en Andalousie, il n'y aurait pas eu la philosophie, ni les universités européennes au XIIe siècle. Et moi, je suis très gêné par cette exclusion aujourd'hui dans la bouche de certains quand ils disent judéo-chrétien,
c'est pour nous enrôler, nous, juifs, chrétiens et autres, dans une guerre à l'islam, justement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, comment dire, l'alliance entre les États qui se disent, enfin entre l'Occident, pour aller vite, et l'État d'Israël qui tue tous les jours à Gaza. Le Hamas, qu'est-ce qu'il fait le Hamas? Qu'est-ce qu'il fait le Hamas? Il tue pas, il n'envoie pas des... Ah bah oui. Il faut aussi parler du Hamas. Ce sont des résistants. C'est des terroristes. Les hommes de non-droit, quand ils prendront les armes et qui viendront vers nos banlieues, comment on va réagir, hein? Bon. Je crois qu'il ne faudrait pas, c'était pas l'objet de la rencontre. Je crois que ça mérite une réflexion, une discussion entre nous. C'est pas avec pour Gaza, hein. je les trucs, mais je crois qu'on ne peut pas, comme ça, avec une formule, réduire quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement douloureux, qui esquinte quelque part quelque chose en nous et en même temps mobilise quelque chose en nous. Nous sommes pris, il faut que vous acceptiez que nous sommes pris dans nos contradictions, dans nos difficultés, mais en sachant qu'on ne nous rend pas la partie facile et que le monde qui nous entoure, ou là-bas, ou ici, par moment, nous rend cette tâche tout à fait difficile. Donc je pense qu'on ne va pas, sur ce point-là, focaliser la discussion. Encore une question, peut-être, avant que nous nous séparions. René. En tant que comportementaliste, j'ai juste une question. Je n'ai pas à aucun moment entendu le terme de xénophobie. Or, la xénophobie est un comportement universel. Je vais dire par là qu'il n'est pas propre à l'homme, à l'animal au primat humain, mais il est propre à la plupart des espèces. Goudal, qui a observé en Afrique le comportement des chimpanzés, a même, et ça a été évidemment une surprise pour tout le monde, a même constaté ce qu'elle a appelé un génocide. Oui, mais précisément, la xénophobie, qui existe partout, je l'ai rappelé tout à l'heure, et les massacres et génocides, les chimpanzés, ça je ne savais pas, mais les humains, oui, je le sais. Bon, cette xénophobie est toujours autre chose quand même que l'antisémitisme. Ah, complètement autre chose. Non, mais là, attendez, je ne suis pas dire non comme ça. Est-ce qu'il y a ailleurs dans l'histoire des cultures, est-ce qu'il y a une culture qui a comporté en elle-même, qui a intégré en elle-même une partie de sa provenance, tout en la rejetant, l'excluant comme bouc émissaire? Je ne crois pas. Ben alors, comme je donne un exemple, mais moi jusqu'à présent, personne n'en a donné. Ce sur quoi je voulais simplement insister, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous avez parlé d'inconscient. Et je pense qu'effectivement et je ne peux en aucune façon réduire la néophobie, disons, l'antisémitisme à une néophobie purement et simplement animale, quoi, que ce soit. Mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'il y a pour moi néanmoins, même si l'antisémitisme a effectivement une singularité, et là je suis complètement d'accord avec vous et tout ça, mais il y a d'autres singularités aussi chez les humains. Mais néanmoins, pour moi, il y a un inconscient cérébral quelque part, et cet inconscient cérébral, malgré tout, est une motivation à la base. Je pense que l'antisémitisme ne serait pas possible sans cette motivation. Ah oui, oui, ça c'est parfaitement vrai, bien sûr. Oui. Mais il est possible, oui. Bah, c'est pas simplement comme ça qu'une xénophobie biologique ou zoologique générale, à un moment donné, produit l'antisémitisme. Si elle produit justement quelque chose qui est de nature différente d'elle. Voilà. Donc, là, il a fallu autre chose. Isabelle.